Je vais commencer par vous, Antoine Bernusconi. Quelle réaction, quelle analyse vous faites sur les données, les chiffres, le bilan, le panorama qui vient de nous être dressé par Rémi Coutan? Vous avez également des chiffres de votre côté. Et en fait, on se rend compte, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure pendant la conférence de presse, en fait, on se rend compte que la France était bien placée au début et puis qu'au fil du temps, c'est en tout cas tel que je perçois le sujet, corrigez-moi si je me trompe, on est en train de perdre un petit peu du terrain, c'est bien ça? Alors expliquez-nous déjà pour commencer comment vous réagissez à la présentation de Rémi Coutan. Et puis je vous poserai la même question à vous, puis ensuite on essaiera d'aller un petit peu dans le détail, s'il nous reste du temps, ce qui n'est pas garanti. À vous. Merci de me laisser la parole. Une réaction positive tout d'abord, puisque on constate tous que le process de dépistage néonatal en France n'avait pas beaucoup évolué depuis longtemps, malgré des recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2011 qui allaient dans ce sens-là et qui malheureusement n'ont toujours pas été implémentées en pratique. Recommandations qui disaient en substance, mais vous le direz mieux que moi, que la spectrométrie de masse devait être la pierre angulaire de ce système de dépistage et au moins la décision sur l'ajout d'une maladie qui était la leucinose. Force est de constater en M4 qu'en 2017, presque 2018, ça n'a toujours pas été mis en place. Donc c'est positif de voir qu'une dynamique repart. Dynamique, et c'est ce que les entreprises du médicament souhaitent noter. Dans les autres pays européens, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place autour de ce dépistage, des vraies questions qui se sont posées, des vraies différences aussi qu'il va falloir apprendre, je pense, à analyser, puisqu'il y a des maladies, des pays qui ont fait le choix de dépister un grand nombre de maladies. L'Italie, ou certaines régions d'Italie, en tout cas, où on va dépister jusqu'à 60 maladies. Je ne sais pas, on ne sait pas si c'est la bonne solution, mais c'est une des solutions qui a été choisie là-bas et je pense que c'est intéressant de l'analyser. L'Angleterre, qui a une approche beaucoup plus pragmatique, qui a testé différentes maladies, qui en a enlevé, qui en a ajouté d'autres et qui en est aujourd'hui à 9 maladies. D'ailleurs, on voit par rapport à votre diapositive qui datait de 2011. La France était à 5 maladies et est encore à 5 maladies. Et d'autres pays, par exemple l'Angleterre était à 7, elle est passée à 9. La Suède était à 5, selon mes informations, elle est passée à 25. La Belgique, en tout cas pour la partie wallonne, était à 7 et est passée à 14. Donc il y a un processus véritablement dynamique qui s'est mis en place. Et le dernier mot que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé dans cette première partie de journée d'errance diagnostique. On a beaucoup parlé de patients qui avaient des difficultés après les premiers symptômes à ce qu'on mette un nom sur leur maladie. Il est toujours aujourd'hui tout à fait clair que ce processus de dépistage doit permettre de mieux diagnostiquer des malades, en tout cas plus tôt, et permettra une prise en charge précoce avec tous les avantages, en particulier sur le plan neurologique qu'on pourra observer pour ces patients. Merci, Monsieur Bernasconi. En fait, vous confirmez clairement que la France n'est plus parmi les pays en pointe en Europe sur le domaine du dépistage des maladies rares. Rapidement, oui. Je confirme fortement. Très bien. Catherine Rémaux-Pichot, c'est à vous. Régis Coutan a parlé de vous tout à l'heure. On vient de parler de vous de nouveau. La HAS est bien sûr au centre de toutes les discussions et au centre peut-être de toutes les polémiques. Alors expliquez-nous comment vous réagissez à ce qui a été dit et est-ce que vous pouvez donner une explication rationnelle à cet évident retard? Je crois qu'on est maintenant tous d'accord pour reconnaître que la dynamique, comme disait très justement M. Bernasconi à l'instant, est plus importante, sans faire du French bashing qu'il faut éviter parce que c'est très critiqué, mais c'est très critiquable. Mais on n'en est pas là, mais on va essayer d'aller un peu au fond de ce sujet. C'est à vous. Je vous remercie. Je ne suis pas sûre de pouvoir réellement expliquer ça, mais je pense qu'il faut aussi voir le bon côté. Effectivement, une dynamique qui repart et un comité stratégique qui se met en place et des travaux qui se relancent. Peut-être aussi que les maladies rares en France ont... Enfin, d'autres aspects de la prise en charge des maladies rares que leur dépistage avaient peut-être été prioritaires dans ce cadre-là. Aujourd'hui, ce sont des éléments qui repartent et je voudrais juste quand même, parce qu'on se dit on dépiste pas assez, c'est pas bien, voilà, revenir un peu sur ce qu'a dit Régis Coutan et les critères qui permettent d'évaluer un dépistage et les raisons pour lesquelles il faut ou pas le mettre en place. Ça paraît comme ça un peu contre-intuitif, mais c'est pas toujours une bonne chose, un dépistage. Donc ça nécessite d'être évalué en amont, parce qu'il faut qu'il y ait une phase de latence entre la maladie et l'apparition des symptômes,
une phase où on puisse repérer quelqu'un d'asymptomatique, sinon on n'est plus du dépistage. Il faut qu'on ait un traitement, ça ne sert à rien de dépister quelque chose qu'on ne peut pas traiter, absolument à rien. Il faut qu'on puisse organiser la prise en charge derrière, parce qu'une fois qu'on a dépisté, alors il y a les filières maladies rares, donc en l'occurrence la prise en charge est structurée derrière, mais une fois qu'on a dépisté une maladie, si on n'a personne pour prendre en charge les patients derrière, c'est une réelle catastrophe. Il y a comme ça un certain nombre de critères. Il faut aussi qu'on ait un test fiable, on l'a dit, il faut pas rater. Vous avez dit, certes, il ne faut pas rater, il ne faut pas non plus surdépister. Parce que ça génère aussi énormément d'angoisse, voire d'examens complémentaires. Donc, je crois qu'il faut peut-être se dire qu'effectivement, il y a des travaux en cours qui vont aboutir et que l'organisation du dépistage néonatal en France est en train d'évoluer et donc va pouvoir se relancer dans une dynamique. Il faut aussi savoir raison garder sur les maladies qu'il faut ou pas dépister, dans la mesure où on est capable de les prendre en charge. Pourtant, tous les spécialistes de la santé publique disent, quelle que soit la maladie d'ailleurs, y compris pour les maladies chroniques, que le dépistage est un des éléments essentiels de la prise en charge des patients. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Non, dès lors qu'on a un test qui est fiable, ce qui n'est pas toujours le cas. Très bien. Dès lors qu'on a une phase asymptomatique, ce qui n'est pas toujours le cas. Dès lors qu'on a des traitements accessibles et efficaces, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Donc ça veut dire que nos pays voisins, qui sont apparemment plus dynamiques que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, se trompent d'une certaine manière ou pas? Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il fallait prendre le temps d'évaluer. Il faut prendre le temps d'évaluer toutes ces maladies qui sont dépistées dans d'autres pays, et que ce soit d'ailleurs pour des maladies rares ou pour d'autres types de maladies, et l'évaluer selon des critères scientifiques, ce que d'ailleurs nous sommes en train de faire. On va demander à Catherine Mallard ce qu'elle pense de ça. Faut-il effectivement... quel regard vous portez, pour faire simple, puisqu'on a très peu de temps et je voudrais que la salle aussi nous pose quelques questions. Quel regard vous portez sur la situation de la France actuellement en Europe? Comparons-nous avec les grands pays voisins, tels que les a décrits Régis Coutan tout à l'heure. Et que faudrait-il faire pour rattraper notre retard, si retard il y a? C'est à vous, pour 2 minutes. Alors moi, je vais surtout vous donner le témoignage d'une association de patients avec un dépistage qui existe de manière systématique depuis 2002, de manière concomitante avec, et là je vous rejoins, une prise en charge organisée puisque ça a été fait en même temps quasiment que la reconnaissance des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose en 2001, 45 centres répartis partout en France. Il est évident que pour nous, le dépistage constitue dans ces conditions un plus majeur, que la prise en charge précoce des jeunes malades avant même l'apparition, dans un certain nombre de cas, des symptômes, permet une prise en charge qui, et on le voit 15 ans plus tard, les amène vers les centres adultes dans un état de santé bien meilleur qu'avant, avec un état respiratoire et nutritionnel. Et les chiffres du registre français de la mucoviscidose que nous administrons en tant qu'association le démontrent, les publications le démontrent. Je salue au passage le travail remarquable qui a été fait par la FDPHE pendant toutes ces années. Michel Rousset, Anne Minck, Robert Debré en tant que référente mucoviscidose. Il est évident que on a parlé des pertes de chance ce matin, c'est un gain de chance considérable et on peut espérer que d'autres pathologies soient ajoutées, en particulier les maladies. On va en parler. Pour vous, donc, il n'y a absolument aucun doute en ce qui concerne la mucoviscidose. Le dépistage précoce est un avantage absolument incontestable. Absolument. Absolument. Pierre-Félix, c'est à vous. Je termine par vous pour ce premier tour de table. Comment vous réagissez un peu au discours de votre confrère, collègue, Régis Coutan? Moi, je ne peux que corroborer je m'en doutais un peu. Ce qu'a dit Régis. Le dépistage, il faut quand même le dire, le dépistage néonatal est un des grands succès de la médecine. Je veux dire, c'est extraordinaire de voir des enfants qui auraient dû être dans des états épouvantables et devenir des adultes qui ont des vies sociales, familiales, professionnelles tout à fait adaptées. Et il suffit de visiter les endroits où il n'y a pas de dépistage néonatal pour s'apercevoir de ce que l'on a gagné par ce dépistage. Maintenant, si on regarde un peu à contrario, on peut regarder en arrière aussi et s'imaginer tous ces enfants qui auraient dû être dépistés si jamais le dépistage en France avait évolué de la même façon que dans d'autres pays et qui aujourd'hui seraient vivants ou ne seraient pas lourdement handicapés. Donc si vous voulez, le dépistage, il évolue. Il va évoluer en France, j'allais dire, enfin, et je suis très heureux d'avoir participé récemment à une réunion à l'HAS pour essayer de travailler là-dessus. Si j'avais 2 ou 3 petits messages quand même
à dire, c'est qu'il est fondamental que le travail de l'HAS se fasse, mais il est tout aussi fondamental qu'il y ait un travail structurel qui se mette en place rapidement pour que ces recommandations puissent être mises en place. Et enfin, qu'est-ce que vous entendez, excusez-moi, par eh travail bien, ça veut structurel? dire qu'actuellement, il va y avoir un centre de dépistage régional par région. Eh bien, il faut que ces laboratoires de dépistage natal soient équipés de spectromètres de masse en tandem, soient équipés de techniciennes de laboratoire qui feront fonctionner ces appareils, de biologistes qui vont valider les résultats et ensuite pouvoir communiquer aux différents centres de référence et de compétences en lien avec ces laboratoires de dépistage pour que les patients soient réellement pris en charge. Ça veut dire qu'il y a des recommandations et puis il y a la mise en œuvre de ces recommandations qui va demander une adaptation des laboratoires qui est absolument indispensable. Si je peux juste faire encore un petit commentaire sur cette évolution du dépistage, je crois qu'il faut bien prendre conscience aujourd'hui, et c'est vraiment un des enjeux majeurs du dépistage néonatal, c'est que la technique, elle est toute puissante. Tout est possible aujourd'hui. Il suffit de voir ce que sont capables de faire nos collègues biologistes, nos collègues de génétique moléculaire. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui proposent le dépistage néonatal par full exome. Ça veut dire qu'on va faire l'exome de tout le monde, tout le temps. On va parler peut-être de ce sujet. Et sujet. donc, le problème majeur en réalité, et je rejoins complètement ce que disait Mme Rumeau-Pichon tout à l'heure, c'est de déterminer pourquoi veut-on dépister, quels sont les critères. Il y a une part d'éthique absolument indispensable. Et effectivement, d'appeler une famille juste après la naissance. Allô, madame, monsieur, votre bébé qui est là, venez vite à l'hôpital. C'est un événement extrêmement traumatisant. Et il faut avoir la possibilité d'offrir à cette famille une prise en charge pour que cet appel ne soit pas un traumatisme extrêmement difficile. Et donc, ce travail va être fait, est en route pour que l'on puisse déterminer les nouvelles maladies. Il faut qu'en même temps, les structures se mettent en place pour, j'allais dire, qu'enfin, on puisse rejoindre, non pas le peloton de tête, ce n'est pas une course, mais qu'on puisse rejoindre tous ces patients qui devraient être traités avant d'être malades et qui ne le sont toujours pas. Alors, vous échangez des coups d'œil complices avec Catherine Rumeau-Pichon, qui est à côté de vous, mais quand vous dites que le travail est en route, qu'est-ce que ça signifie précisément? Dites-nous exactement où vous voulez aller et qu'on le sache précisément. On vient de démarrer une évaluation du dépistage des erreurs innées du métabolisme. Donc on vise plus d'une trentaine de maladies qu'on va passer au crible de critères qui justifient un dépistage ou pas. Donc je répète, notamment l'existence d'un traitement et d'un test fiable. Donc on démarre avec les professionnels. Le nombre de maladies que Régis Coutan, tout à l'heure, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, combien de maladies? On voit bien qu'il y a une très grande dispersion entre les pays. On passe de 25, si j'ai bien compris, à 5 ou 6, je crois. Alors donc, y a-t-il Catherine Rumeau, je me retourne vers vous de nouveau, quel est le nombre de maladies qu'il faudrait, dans l'idéal, si Bercy était d'accord, dont il faudrait accélérer le dépistage? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Oh si, dites-nous-le. On vise l'évaluation d'une trentaine de maladies, encore une fois, en passant au crible des critères. Je pense que dès qu'on aura passé ces critères sur les maladies en question, quand on parle des erreurs innées du métabolisme, mais enfin Régis Coutan et François Feuillet connaissent ça bien mieux que moi, oui. On en aura déjà beaucoup moins sur lesquels il faudra approfondir l'évaluation. Après, dès lors qu'on est dans un cas un petit peu particulier concernant l'évolution des maladies que l'on peut dépister, puisque ça ne nécessiterait pas, dès lors que les laboratoires seront installés, d'équipements supplémentaires. Donc déjà, c'est un point très important. Ajouter un complément? Oui, si vous voulez, sur ces 30 maladies qu'on dépiste sur une tache de sang, effectivement, ce n'est pas plus cher. Une fois que la machine est là, on en dépiste une, on en dépiste 30, c'est le même prix, puisque l'analyse biologique vous donne les 30 maladies. La seule question, c'est dans ces 30 maladies, il y a des maladies pour dire aux familles, votre enfant, il a ça, il va mourir. Ou bien votre enfant, on va lui proposer un traitement et il va avoir une vie. On va être pris par le temps, mais voilà la grande différence. Qu'on passe les questions. Je vous en prie, vous êtes le premier à avoir levé la main, donc vous allez être le premier à avoir le micro. Et si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, et puis poser votre question rapidement, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Alors, je suis Christian Cotet, AFM Téléthon. On a beaucoup parlé de maladies du métabolisme. Alors, je voudrais poser en fait une question, enfin une petite réflexion, puis en fait 2 questions. La réflexion, c'est que ne pensez-vous pas qu'il faut repositionner la question du dépistage néonatal dans le progrès thérapeutique? Aujourd'hui, le progrès thérapeutique avance rapidement pour les maladies rares,
un certain nombre de maladies qui ne sont pas des maladies du métabolisme, par ailleurs, accèdent aux thérapeutiques, et pour un certain nombre d'entre elles, on voit bien l'avantage qu'il y aurait à un dépistage néonatal systématique en population. Donc la question c'est, la première question c'est, ne peut-on pas imaginer un process au niveau de la Haute Autorité de Santé pour que systématiquement et de façon anticipée, lors de l'évaluation de nouveaux traitements, on se pose la question du dépistage néonatal. La deuxième question, et là c'est quelque part une inquiétude, vous avez dit 30 maladies qui pourraient être dépistées dans les années à venir, à condition de ne pas avoir à réinvestir dans le matériel. Or, la question c'est qu'un certain nombre de maladies doivent être diagnostiquées par des méthodes de la génomique aujourd'hui, et pas uniquement par la spectrographie de masse. Et donc, à quand les premiers dépistages néonatals à base de génomique? Parce qu'il y a déjà des maladies monogéniques pour lesquelles il serait pertinent que l'on fasse un dépistage néonatal avec une méthode génomique. On a bien compris. Dès aujourd'hui. On a bien compris. Deux questions tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Très vite. Le rôle du comité de pilotage national qui est mis en place dans la réorganisation du dépistage néonatal, c'est justement d'identifier les maladies sur lesquelles il faut se poser la question du dépistage. Et d'ailleurs, la HAS a une mission complémentaire, au-delà de l'évaluation, en termes de veille scientifique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans les critères de Younger et Wilson, il y a l'existence d'une thérapeutique. Donc, c'est bien entendu un élément déterminant de pouvoir prendre en charge, voire traiter ces patients. Ça, c'est sur la première question. La deuxième question, c'est la génomique. La deuxième question, c'est la génomique. On a effectivement beaucoup parlé, là, aujourd'hui, des erreurs innées du métabolisme. On est conscient aussi que c'est un champ d'intervention extrêmement dynamique sur lequel il va falloir... On va revenir sur ce sujet tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est très important, en faisant référence au plan génomique 2025 qui a été annoncé cette année. Non, l'année dernière. Cette année. Un complément de réponse. Premièrement, pour dépister, il faut avoir un protocole de traitement dont on sait qu'il est fonctionnel, qui marche. Ça veut dire que dans les recherches thérapeutiques, on découvre souvent que ça marche, mais on connaît rarement au début de l'histoire naturelle des patients traités sous ces nouveaux traitements. Et on découvre parfois avec désappointement que le traitement marche parce que les critères endpoint sont ceux qui sont, et puis les résultats à terme sont, etc. Donc ça veut dire que pour les critères de dépistage actuels, c'est de l'éthique, il faut être capable de dire ce traitement va marcher à terme ou pas. Quand on est dans des zones de recherche, on n'y est pas encore. Donc ensuite, les listes des maladies doivent être évolutives. Et chaque fois qu'il y a des preuves de traitement efficace, bien sûr, il va falloir implémenter. Pour la génomique, ça va être un problème invraisemblablement compliqué, car vous savez que lorsqu'on fait de la génomique, on trouve des variants sur un gène, et la prédiction de la maladie à partir des variants est parfois extrêmement périlleuse. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces nouveau-nés chez qui on a trouvé des variants dont la significativité pathogène n'est pas évidente. On rentre dans un monde qui devient incroyablement flou et qui sort des critères actuels du dépistage. Fayet, mais là encore, on peut faire du benchmarking et on peut regarder ce que font les Anglais ou ce que font les Américains. Les Anglais ne font pas du tout. C'est une grande discussion. On va en parler tout ça. Alors attendez, Antoine Bernasconi, c'est à vous. Vous vouliez réagir également. Allez-y. Oui, je voulais juste réagir sur un point. Qui est la période d'analyse de la Haute Autorité de Santé, qui est saine, qui est tout à fait normale, dont on espère juste qu'elle puisse être accélérée par l'expérience acquise par les autres pays européens qui dépistent certaines de ces maladies depuis déjà de nombreuses années et qui, je l'espère, ont déjà beaucoup de réponses à nous apporter sur ce que l'on pourrait mettre en place en France. Et un autre petit commentaire très rapide, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Je lance un appel à candidature. Le LEM serait ravi qu'un représentant puisse vous aider dans ces démarches et dans cette réflexion. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a entendu. Régis Coutan, c'est à vous rapidement. Juste une toute petite précision. Aujourd'hui, la génomique, elle est là pour la phase de diagnostic. C'est vrai que pour le dépistage, c'est plus compliqué parce qu'il faut une acceptabilité du dépistage qui est un des critères de l'OMS. La génomique, elle est là au stade de diagnostic. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que Mme Rumeau-Pichon a bien parlé de l'aspect veille scientifique, c'est-à-dire que dans le comité stratégique, la question du progrès médical et donc de l'évolutivité des concepts et des idées et des programmes est bien inscrite. Et la veille scientifique, elle est là pour permettre
une réflexion évolutive. Très bien. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Vos questions. Pas tout à fait. Hein. C'est à vous là-bas. Je vous en prie. Allez-y, madame. Bonjour, Karen Ayache, fondatrice de la société Lysogène et maman d'une patiente atteinte d'une maladie rare. Je voulais commencer par un commentaire. Je suis toujours surprise que certaines personnes proclament au nom de l'éthique, en n'ayant pas nécessairement des patients, des enfants atteints, qu'il n'est pas éthique d'informer les parents de l'existence d'une maladie a priori. Je pense que c'est un choix qui appartient aux parents, indépendamment des questions financières. Et deuxièmement, vous pouvez applaudir, effectivement. Et deuxièmement, vous savez qu'il existe de nombreux essais cliniques pour les maladies rares qui sont en cours et que pour de bien nombreuses maladies, il est admis et établi que plus le patient est traité tôt, y compris dans le cadre d'un essai clinique, et plus les chances de démonstration d'un effet thérapeutique sont importantes. Dans un contexte comme celui-ci, est-il juste, dans une grille d'analyse, de considérer que l'absence absolue d'un traitement ferait qu'on ne doit pas considérer une maladie pour un dépistage néonatal? Eh bien, écoutez, je crois que c'est une excellente question, pardonnez-moi, madame, et un cri du cœur en même temps. Qui veut répondre à cette question? Les essais cliniques, notamment, effectivement, Antoine Bernasconi, vous vous sentez concerné. Comment peut-on répondre à cette question? Il n'est pas nécessaire, et cette dame a tout parfaitement raison, d'avoir un traitement pour informer précisément les parents, non ou pas? C'est une bonne question, vous semble-t-il, ou pas? Qui veut répondre? Monsieur Fayet, allez-y. Je vais juste vous donner un élément de réponse par rapport au dépistage de la mucoviscidose. Vous savez que le dépistage de la mucoviscidose est un dépistage en 2 étapes, tout d'abord biochimique, et qui comporte une part de génomique derrière, avec un kit qui avait un certain nombre de mutations. Et donc l'évolution des concepts par rapport à ce dépistage a été de retirer certaines mutations du kit de dépistage parce que ça n'était pas des mutations prédictives d'une maladie suffisamment sévère pour être annoncée en période néonatale. Ça veut dire que, vous voyez, il y a une évolution des concepts et donc du type de patient à dépister et donc du type d'annonce à faire avec l'histoire de ce dépistage. Donc je crois que chaque dépistage est à envisager. Personne ne prend des décisions éthiques dans l'absolu parce qu'on est soi-disant détenteur d'une vérité, c'est pas du tout la réalité. L'idée c'est que quand on fait, moi j'ai fait une enquête sur la répercussion de l'annonce du dépistage néonatal. Une maman 40 ans après m'a raconté cette journée de l'annonce, minute après minute, à quel point c'est traumatisant, y compris pour une maladie traitable. Et donc je crois qu'il faut prendre en compte toutes ces réalités et travailler ensemble pour trouver les meilleures maladies à dépister sans pour autant vouloir tout faire tout le temps. Et on voit bien que la réflexion dans tous les pays aboutit à une réponse chacune différente. Merci François Fayet. Vous voulez réagir parce que cette question est absolument cruciale et elle est parfaitement légitime, effectivement. Comment vous réagissez en tant que médecin, en tant que spécialiste, en tant qu'expert? Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes femme, vous avez des enfants. Comment vous réagissez à cette demande qui, moi, me paraît totalement légitime et rationnelle? Bien sûr qu'elle est légitime. Je ne sais pas si elle est rationnelle, mais bien entendu qu'elle est légitime. Les critères ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de critères qu'on regarde et la dimension éthique est un point essentiel dans la réflexion sur le dépistage néonatal. C'est une évidence. Et il n'y a pas de réponse toute faite à votre question. Ça fait partie des critères qu'il faut regarder, de savoir s'il y a un traitement ou en tout cas des modalités de prise en charge qui améliorent soit l'espérance de vie, soit la qualité de vie des enfants.